Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison et ce premier numéro du 7-8 Société. Pour cette rentrée, nous allons parler éducation et plus principalement de la méthode Montessori. Ces écoles pratiquant ce système ne cessent d'augmenter. Il y en a environ 200 dans l'Hexagone. Pour en parler avec moi ce soir, Manuela Afonso Cancel, présidente de la PEP à Montigny-le-Bretonneux. Alors, la PEP, c'est... Alors, la PEP, c'est l'association, la fédération de parents d'élèves de l'enseignement public, association qui a pour but de porter des valeurs fondamentales telles que le parent est le premier éducateur de son enfant et surtout d'assister par le biais d'associations locales les équipes pédagogiques dans leur mission d'éducation des enfants. En face de vous, Diane d'Orléans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'école Montessori El Nido à Orgeval depuis 3 ans. C'est ça. Donc j'ai ouvert une école à Poissy et je me suis déplacée ensuite sur Orgeval. Voilà. Jamel Amli, cofondateur de l'école Main dans la main, première école Montessori à Trappes. C'est bien ça, bonsoir. C'est une école qui a ouvert les portes, justement, on ne pensait pas que ça allait ouvrir exactement le 2 septembre. Mais avec l'aide de tout le monde, on a pu ouvrir les portes le 2 septembre. D'ailleurs, on a eu un reportage par un de vos confrères et on est content. Et enfin, Xavier Henry, bonsoir. Vous êtes éducateur de l'école Montessori des Orchidées à Port-Marly. Vous avez travaillé dans d'autres endroits, notamment la Suisse. Oui, bonsoir. Je suis éducateur Montessori. J'ai travaillé 3 ans en maternelle après m'être formé et avoir obtenu le diplôme de l'association Montessori internationale pour le maternel. Et depuis 4 ans pour l'école élémentaire, maintenant à Port-Marly, à l'école des Orchidées. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas la méthode Montessori, c'est au départ Maria Montessori, une pédiatre italienne, qui a inventé une méthode pédagogique, la méthode Montessori, centrée autour de l'autonomie de l'enfant et du rythme de chacun. Elle a travaillé notamment dans des quartiers pauvres de Rome et auprès d'enfants handicapés en milieu hospitalier. Aujourd'hui, les écoles Montessori accueillent tous les enfants. Diane d'Orgeval, donc vous êtes directrice d'une école Montessori. Comment ça se passe une journée dans une école Montessori ? Alors on a un temps de travail qui se décompose 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, où il y a vraiment une manipulation guidée, je dirais, avec le regard bienveillant de l'éducateur qui va, après observation de l'enfant, lui permettre d'aller se diriger vers certains ateliers. Ensuite, il y a un temps de repas. Alors, c'est un peu comme une maison, hein. Donc, on met la table, on débarrasse, on prend soin non seulement de soi, mais de l'ambiance et de ses camarades. Et ensuite, on repart au travail après une petite récréation. Bon, jusqu'à la fin de la journée, on retrouve ses parents. Voilà. Avec la méthode Montessori, on parle plus d'éducateurs que d'enseignants, même si la formation est d'environ 800 heures avant de prendre une classe en main. Xavier Henry, vous êtes éducateur et bénéficiez de 9 ans d'expérience. Quels sont les thèmes des ateliers destinés aux enfants dans votre classe ? Alors, en élémentaire, on dit que les enfants sont curieux de tout et qu'il faudrait pouvoir leur apporter tout l'univers. Donc, par contre, on ne peut pas connaître tout sur l'univers, mais en fait, comme l'enfant est central en Montessori, on l'aide surtout à apprendre par lui-même, à faire par lui-même et à faire des recherches et à apprendre dans les secteurs qui s'intéressent le plus. Mais après, on l'amène aussi dans la transversalité vers d'autres domaines. Donc, tous les domaines peuvent être abordés, même la climatologie ou l'histoire de la musique. C'est aussi vaste que la connaissance peut l'être. Jamel Amli, je me tourne vers vous. Vous avez décidé de créer votre école Montessori à l'aide d'autres parents. C'est bien ça. En fait, ce qu'on aime le plus dans la méthode Montessori, c'est que en fait, on aide l'enfant à aller à son rythme. En fait, celui qui veut aller à 3 km/h, il ira à 3 km/h, et celui qui va à 2 km/h, il ira dans son sens aussi. On a créé l'école justement pour essayer de trouver un cadre Montessori à 100%, parce qu'il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui prétendent être Montessori et justement en fait il y a des méthodes à respecter pour avoir ce nom Montessori. Maria Montessori elle a choisi de ne pas déposer justement le nom Montessori,
Du coup, il y a beaucoup d'éditeurs et fabricants de jouets aussi qui prétendent être Montessori. Justement, nous, en fait, avec cette initiative, avec les parents, on a dit on va essayer de faire un projet sur lequel on va respecter le maximum possible, en fait, la méthode Montessori. En tant que présidente de la PEP, qu'est-ce que vous pensez de cette pédagogie Montessori? Alors, en tant que présidente de la PEP, je ne suis pas vraiment sûre d'avoir à penser quoi que ce soit de particulier de cette méthode, car c'est une méthode d'enseignement qui en vaut une autre, hein, soyons bien d'accord, elle a fait ses preuves, et bon, voilà. Après, moi, ce soir, j'aimerais me positionner plus en tant que maman, en tant que personne qui éduque un enfant et qui a à cœur son éducation également. La méthode Montessori a des avantages certains. Elle permet l'autonomie de l'enfant, elle lui permet d'apprendre et d'apprendre par d'autres manières que par son cerveau. Il apprend par le toucher, il apprend par le son, il apprend à développer sa curiosité, et c'est quelque chose de merveilleux. Après, on a quand même été formé dans une société où des fondamentaux sont attendus. Et ces fondamentaux, il faut... Alors je ne sais pas trop comment ils sont atteints par le biais des éducateurs. Chacun connaît son travail et je pense que vous le faites très bien. Mais l'école aujourd'hui nécessite des apprentissages fermes. Elle s'ouvre à de nouvelles méthodes d'enseignement parce que la société évolue et qu'il faut évoluer avec elle et que les méthodes d'enseignement commencent à devenir désuètes et il y a une réelle conscience de ça. Mais est-ce que la méthode à elle-même suffit? Je n'ai pas les données pour répondre à cette question. Alors justement, avec la méthode Montessori, l'enfant, par exemple, fait les activités autant de fois qu'il le veut. Est-ce qu'on ne peut pas parler un peu de l'enfant roi? Je pense que ça, c'est la phrase typique que Oui, que les parents. dès qu'on parle de Montessori, on parle de l'enfant roi. Tout à fait. Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, l'enseignant, il est là pour justement avoir un résultat aussi. Et l'enseignant, enfin, justement, la concentration dans la méthode Montessori, c'est super important. L'enseignant Montessori, s'il doit voir l'enfant faire le même exercice 30 fois, il le laisse faire 30 fois. Alors justement, quels sont les bénéfices en tant que directrice ou enseignant? Est-ce que je peux revenir sur l'enfant roi? Oui. En fait, oui, pour moi, l'enfant roi, c'est celui qui a le droit de tout faire. En fait, en Montessori, c'est complètement l'opposé. On va permettre à l'enfant de manipuler un atelier, mais à partir du moment où on lui a présenté, fait avec lui une première fois. Après, à ce moment-là, il pourra répéter autant de fois qu'il veut, parce que c'est confiance en soi, en fait, qui s'installe, en fait. C'est l'idée. Hein. Je pense que c'est un peu ce que tu penses. L'autonomie, Déjà, la confiance. On apprend beaucoup par la répétition. Il suffit de voir les programmes de l'éducation nationale. Moi, j'ai été prof d'anglais au collège. Le programme est le même en 6e, en 5e, en 4e. Il y a aussi beaucoup de répétitions à l'école nationale. Seulement, c'est toujours vertical. L'enseignement, en fait, tant qu'on s'intéressera à chercher des méthodes d'enseignement, les écoles Montessori auront le vent en poupe. Pourquoi nous ne sommes pas des enseignants? Parce qu'enseigner, en fait, c'est faire un cours académique à un groupe. Nous ne gérons pas un groupe, nous gérons l'individu. Et en fait, on étudie dans nos formations les modes de développement, comment l'enfant se développe, comment l'enfant apprend et comment l'aider à apprendre. On n'est pas là pour lui donner notre savoir en espérant déjà qu'il nous entende, qu'il nous écoute, qu'il comprenne et qu'il mémorise. On est là pour lui donner tous les moyens de comprendre par lui-même. Et c'est le meilleur moyen pour lui d'acquérir la connaissance, mais pas seulement d'acquérir de la connaissance, comme pourrait le faire un médecin en cette année d'études, c'est aussi apporter la transversalité qui développe l'intelligence et pas seulement la connaissance. Et en allant au rythme de l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui se crée avec le programme justement de l'éducation nationale? Je dirais qu'en fait, quand on permet à l'enfant d'aller à son rythme, il va aller vers ses sens d'intérêt et du coup va aller beaucoup plus vite qu'un enfant auquel on dirait non, c'est maintenant on fait des maths, donc tu viens et c'est ton moment, alors qu'il est intéressé par, je ne sais pas, l'apprentissage de la lecture. On va carrément passer à côté. Vous l'avez remarqué également? Oui, bien évidemment. D'où l'intérêt. J'ai un deuxième enfant aussi, qui est encore un peu jeune, mais je compte bien le mettre à la méthode Montessori, parce que je trouve ça génial, en fait, de pousser l'enfant dans le sens où il a envie d'y aller. Et du coup, ça avance beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et justement, c'est le... Je me permets, je dirais même accompagner, parce qu'on n'est pas là pour les pousser, en fait. On leur permet de développer ce qu'ils ont en eux, en fait. C'est ça qui est important. En fait, c'est l'enseignant qui s'adapte, l'éducateur qui s'adapte à l'enfant.
C'est ce qu'on observe. Et l'enfant n'a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation dans les écoles primaires montessoriennes? Non. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'amener l'enfant à l'autocorrection, parce que l'autocorrection n'est pas quelque chose de punitif, en fait, qui peut mettre à mal la confiance en soi. Au contraire, lorsqu'on voit une erreur, ce que l'on fait, c'est qu'on la note pour nous, de façon à revenir vers des présentations qui vont lui permettre de corriger ses erreurs. Et quelques semaines, quelques mois après, on lui soumet son travail pour qu'il puisse voir « Ah, mais là, j'ai fait une erreur !» et qu'il puisse voir ses progrès. Là, à la base, en fait, Montessori, elle a fait une découverte et elle a dit « Si je n'avais pas découvert ça, je n'aurais rien découvert ». Elle a découvert que les enfants de maternelle avaient besoin d'avoir les pieds au sol pour se concentrer. Donc, elle a mis tous les meubles à la taille des enfants. Les lits par terre. Voilà, les lits par terre pour les enfants les plus jeunes, même avant l'école, et des chaises qui peuvent leur permettre d'avoir les pieds au sol. Et en fait, il y a 3 critères pour que l'enfant puisse accéder à la concentration en maternelle. C'est pieds au sol, c'est manipulation d'un matériel intelligent, avec un but intelligent. Et le 3e, c'est que l'enfant ait choisi l'activité. Donc ça, c'est la grande difficulté, surtout quand on accepte des enfants qui n'ont pas fait la maternelle Montessori, parce qu'en fait, avec une éducation verticale, les enfants n'ont pas de choix à faire, on leur donne de quoi apprendre. En Montessori, c'est complètement différent, et simplement, c'est une façon de leur permettre de se concentrer dès le plus jeune âge. C'est tout. Cette pédagogie Montessori sans notation, vous approuvez, vous n'approuvez pas? Alors, je tiens encore une nouvelle fois à préciser que je n'ai pas à approuver ou désapprouver quoi que ce soit, je suis là en tant que parent. La notation en soi, c'est déjà un sujet qui est en cours de discussion dans les services de l'éducation nationale. On s'est bien rendu compte que la pédagogie n'était pas totalement constructive avec la notation. Les méthodes de notation ont évolué. Maintenant, on est plus dans de l'encouragement plutôt que dans tout simplement montrer les faiblesses et les torts de chaque élève. Là où la méthode Montessori prend tout son sens dans l'école, c'est dans ce fait de faire gagner de l'autonomie à l'enfant. Et M. Blanquer lui-même a reconnu lors de différentes interviews qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre de la méthode Montessori pour l'éducation nationale actuelle. Et d'ailleurs, beaucoup de professeurs se forment sur leur temps personnel, parce qu'il faut bien savoir que ce genre de formations ne sont pas prises en charge par l'éducation nationale. Ils se forment sur leur temps personnel et n'hésitent pas à mettre en place certaines méthodes directement dans les classes aujourd'hui. La première des méthodes qui est mise en place, c'est d'ailleurs de laisser à l'enfant la liberté d'aller rejoindre un autre niveau pour faire une activité qui lui convient. Après, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est toujours dans la bienveillance. Et c'est ce qu'on recherche de nos jours. Vraiment à évoluer dans la bienveillance. Une réaction? Oui, je dirais. Alors, la bienveillance, je pense que si un enfant n'a pas confiance, il ne peut pas se mettre dans le travail. Il ne se sent pas en sécurité, il va être aux aguets, il ne va pas pouvoir vraiment se fixer ses objectifs. Après, une autre chose par rapport aux notes, en fait. En Montessori, il n'y a peut-être pas de notes, mais par contre, on a une idée précise des compétences qui sont acquises par l'enfant. Moi, je sais que dans mon école, et je pense qu'aussi dans toutes les écoles d'ailleurs, on a un livret avec, par exemple, il en est à tel endroit au niveau de la lecture, en tel endroit, et c'est listé de manière très précise, avec 3 critères. Enfin, en tout cas, pour mon école, c'est en cours d'acquisition, acquis, non acquis, et voilà. Et voilà. Bien sûr. J'ai dit n'importe quoi là, mais vous voyez ça. D'ailleurs, le système de vérification de l'éducation nationale également, ouais. avec les évaluations. Une grande spécificité aussi, c'est qu'on ne fixe pas d'objectif à l'enfant, parce que généralement, lorsqu'on fixe un objectif à un enfant, il s'y arrête. Alors qu'en fait, si on ne l'en fixe pas, il peut le dépasser très largement. On suit le programme de l'éducation nationale parce qu'on se doit de le faire. On ne veut pas que les familles soient condamnées à laisser leurs enfants jusqu'à la fin de leur scolarité dans nos écoles, mais qu'ils aient la possibilité, s'ils le souhaitent, d'aller dans le public à n'importe quel moment de la scolarité, même s'il est préférable de terminer un cycle ou une moitié de cycle. En tout cas, on ne fixe pas d'objectifs, mais ils sont largement dépassés dans la plupart des cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'en formation élémentaire, on apprend à calculer la racine cubique sur feuille. Même les mathématiciens ne le font pas, ils le font avec des machines. Pourquoi nous, on le fait sur feuille? C'est pour pouvoir apporter de la nourriture à des esprits qui veulent les mathématiques et qui sont lassés d'exercices qui ne leur correspondent plus. On peut aller très très loin à Montessori. Et les écoles Montessori concernent la maternelle et la primaire. Pourquoi ne pas continuer jusqu'au collège? Ça continue la plupart. Dans les Yvelines, il y en a une qui va jusqu'au lycée. Alors, je vous propose d'écouter justement l'avis de parents yvelinois. Le fait de laisser libre les enfants, et je trouve ça vraiment une bonne initiative. J'ai vu beaucoup d'études dessus qui en parlaient positivement. Mais malheureusement, le prix des écoles fait qu'on n'y a pas tous accès. Et du coup, je ne pense pas mettre
ma petite fille plus tard là-dedans. Ils sont libres d'aller et venir comme ils veulent, et tandis que dans les écoles classiques, l'inconvénient c'est qu'ils sont toujours obligés de rester assis, de répondre à certaines règles assez strictes. Par la notation, par le manque de notation dans une méthode Montessori, je pense que justement ça implique moins cette compétition et cette concurrence, le premier, le deuxième de la classe, etc. 5 000 € par an, c'est un gros frein, effectivement. C'est un frein pour, je pense, la majorité des familles. Alors, on l'a entendu, ça vous a fait un peu débattre. Le prix, les écoles Montessori sont hors contrat, donc la scolarité a un coût. 6 000 € par an pour votre école, main dans la main. 6 710 € par an pour la maternelle dans l'école El Nido, plus 400 € de frais d'inscription. En primaire, c'est 7 550 € par an, plus 400 € de frais d'inscription. Et vous proposez également des repas bio pour un prix de 1 400 € par an. Pour l'école des Orchidées où vous exercez, l'année s'élève à 7 500 € plus 350 € de frais d'inscription. Vous proposez également des forfaits repas en plus. C'est une offre éducative qu'on pourrait penser réservée à l'élite. C'est vrai, c'est le problème de Montessori. C'est vrai que ça reste très élitiste, même si au départ, Maria Montessori était à San Remo, à Rome, avec des enfants... Dans un quartier défavorisé de Rome, très défavorisé. C'est paradoxal. Aujourd'hui, comme ça marche très bien, en fait, et que ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte très cher? C'est très simple. Le budget d'une école, déjà, la moitié du budget, c'est le foncier. C'est-à-dire que pour avoir ses locaux, ça lui coûte la moitié de son budget. Après, il y a beaucoup de matériel. Moi, je viens d'ouvrir une classe, par exemple, on a eu plus de 20 000 € d'investissement de matériel. Donc ça, c'est encore un tiers du budget. Il y a un deuxième tiers, ça fait même plus que un entier, on s'endette, voilà, c'est ça. C'est les salaires. Donc c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Si un jour, ça pouvait être subventionné par l'éducation nationale. Certaines écoles sont passées sous contrat. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Mais c'est compliqué. Les pays nordiques et au Canada. Voilà. Ça existe, hein. Ça existe, bien sûr. Moi, je suis en train de faire le dossier. Oui. Et puis il y a plein de pays où l'école Montessori est publique, notamment en 1946, elle est allée aux États-Unis. Certains États, les États-Unis sont Montessori. Le CAC 40 Montessori, maintenant, ça doit être 15% de montessoriens. Pourquoi? Parce que ça développe beaucoup la créativité. Notamment, les deux fondateurs de Google sont des enfants montessoriens. Amazon, Wikipédia aussi, je crois. Enfin, voilà, ça développe la confiance en soi. À partir du moment où on développe la confiance en soi d'un enfant, on n'a plus à s'intéresser à un programme parce qu'il va le dépasser très largement. Quand on a confiance en soi, on avance et vite. Quand on dit qu'on respecte le rythme de l'enfant, oui, c'est vrai. Mais à partir du moment où il a confiance en lui, je peux vous dire que son rythme, il est largement en bonne vitesse de croisière. Il y a une autre chose qui me paraît importante, c'est que l'échec, le fait d'avoir fait une erreur, c'est génial en fait. L'enfant se dit chouette, je sais ce que je vais travailler. Donc c'est pas du tout la même perception. Justement, en fait, le vrai matériel Montessori, il s'auto-corrige. L'enfant, il va faire le cycle, il va revenir, il va se corriger lui-même. Il va se rendre compte que c'est ici qu'il a fait justement une erreur, et c'est à partir de là, il va avancer. Ça, c'est Maria Montessori qui nous a donné un matériel autocorrectif en fait. Exactement. Donc on n'a pas besoin d'intervenir. Et la différence entre une école Montessori et une école dite normale, au niveau des salaires des enseignants, c'est pareil? C'est la même base? Pour moi, on a une grille tarifaire qui est à peu près pareille. Peut-être qu'en fin de carrière, ils sont mieux payés parce qu'on n'a pas les moyens d'aller, je dirais. Je ne sais pas, je ne pourrais pas travailler dans l'éducation nationale. J'ai toujours travaillé en Montessori. Je commence à bien gagner ma vie parce que j'ai 10 ans d'expérience. J'ai connu Céline Alvarez avec qui j'étais en formation maternelle, qui donc elle vient de l'éducation nationale. Malheureusement, lorsqu'il y a eu changement de gouvernement, tous les robinets ont été fermés et son projet, alors qu'elle devait former, normalement ouvrir 40 maternelles Montessori pour l'éducation nationale, bim, envoyé à la poubelle. Donc je ne sais pas. Et un autre point qui vous a fait réagir dans les témoignages que nous avons entendus, une maman qui disait ils viennent, ils s'en vont. Ça vous a fait réagir dans la classe? Elle voulait sûrement dire qu'il n'y avait pas obligation de s'asseoir toute la journée. C'est-à-dire qu'un enfant dans une classe Montessori a le choix de s'installer par terre sur un tapis, ou assis sur une chaise, ou rester debout à observer les autres, parce qu'on apprend beaucoup en observant. Voilà, une liberté de déplacement. Ça n'empêche pas que l'enfant n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie de faire complètement. Voilà, c'est ça. Voilà, monter sur les tables, il y a des règles, il y a des règles, il y a un objectif. Il y a un sujet qui est très délicat en Montessori, on y passe beaucoup de temps en formation, c'est liberté et discipline, discipline et liberté.
En fait, la liberté, elle est possible dans un cadre clairement défini, un cadre strict. On ne peut pas dire que Montessori n'a pas de règles. En fait, il y en a une multitude, des règles de bienveillance et des règles de courtoisie, des règles de fonctionnement, de respect, etc., et de fonctionnement en équipe. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans l'école d'application du centre de formation Montessori France. Quand j'étais en maternelle, mi-juin, on a eu la visite d'un préfet et d'un éducateur, d'inspecteur d'académie de l'éducation nationale qui sont arrivés en costume cravate, etc. Je leur ai donné les lignes directrices, c'est-à-dire vous asseyez un là, vous observez, vous ne parlez pas. Et on fait un débrief en fin de matinée. Ils étaient assez la bouche pincée au début. Et en fait, on a vu leur bouche s'ouvrir et à en perdre haleine. Enfin, c'était impressionnant. On a eu ce débriefing et ils m'ont dit, mais on a vu des enfants de maternelle faire diviser des nombres avec des centaines de millions. Oui. D'autres qui révisaient les tables de soustraction ou de multiplication. J'en ai vu un qui faisait de l'analyse complexe de la phrase. Oui, avec la nature des mots, etc. Il me dit, nous, dans l'éducation nationale, mi-juin, ça fait déjà 2 semaines qu'on a sorti les jeux de société parce qu'on n'arrive plus à les tenir. Comment vous faites ? En fait, nous, on réussit, en partant de l'enfant, à le mener là où il doit aller. Et c'est parce que c'est justement pas vertical qu'en fait, on n'a pas besoin de sortir les jeux mi-juin. Et ce sont souvent des écoles bilingues, anglais, français. Donc il y a vraiment une importance pour l'enfant d'apprendre dès son plus jeune âge une langue étrangère. Vous l'avez constaté ? Exactement, en fait. Nous, quand on est devant l'école justement pour récupérer les enfants, ce qui est bien, c'est qu'on entend au moins 5 ou 6 langues en fait, déjà de la part des parents. Les enfants, ils écoutent aussi, et c'est bien bilingue. Il y a minimum anglais, je pense. Il y en a certaines qui font espagnol aussi, mais je veux dire très peu. Même langue des signes. Entre eux, ils se parlent. Oui, entre exactement. eux, ils se parlent dans leur langue maternelle. Oui. Donc ça, c'est très sympathique. Parce que le sens touché au Montessori, c'est super important. Alors des fois, ils font des signes justement pour... Il y en a qui signent en école. Le plus important pour les langues, c'est l'oreille. L'oreille, elle est absolue pour chaque nouveau-né. Et en fait, elle va se concentrer sur la langue maternelle et perdre en fait cette capacité de pouvoir comprendre les autres langues assez vite. En fait, on dit qu'on doit soumettre les enfants avant l'âge de 6 mois à une multitude de langues pour que cette oreille reste ouverte. Et en fait, plus ils pratiqueront jeunes, plus ils pourront apprendre facilement. Justement, on dit plus l'environnement est riche et plus l'enfant il absorbe. Exactement. De 0 à 3 ans, l'enfant absorbe de façon inconsciente et continue d'absorber jusqu'à 6 ans de façon plus consciente, mais ce sont des éponges. Moi, j'ai connu des enfants de maternelle qui parlaient jusqu'à 5 langues. Oui, on en a en Suisse. Et dernier point, est-ce que c'est facile de réintégrer le circuit dit classique pour un enfant qui était avant dans une école Montessori ? Ça, c'est la question fondamentale. Moi, personnellement, c'est une question qui me... Mon école, ça fait 7 ans qu'on a ouvert maintenant. Et j'avoue qu'on a des enfants qui sont passés dans le public, dans le privé. Donc je les suis un petit peu pour savoir comment on a fait, si on a travaillé correctement ou pas, en fait. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que les enfants avaient une grande capacité à s'adapter. Je ne dis pas qu'ils sont heureux parce que le système est quand même très différent, donc ils ont moins de liberté. Mais la transition, ça va, je dirais, dans l'ensemble. Le fait qu'ils aient en plus la possibilité, comme on disait tout à l'heure, de se lever, etc., il y a beaucoup plus d'échanges, donc beaucoup plus d'enrichissement de l'intelligence interpersonnelle, de l'intelligence sociale. Il y a 8 intelligences, ça s'appelle les intelligences multiples. Je vous invite à vous renseigner, chers parents, si ça vous intéresse. 8 intelligences multiples, 2 sont développées dans l'éducation nationale. L'intelligence langagière, l'intelligence logico-mathématique. Il existe l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, kinesthésique, musicale, naturaliste et une dernière, j'arrive jamais à me rappeler des 8 en même temps. Mais en tout cas, dans nos écoles, on essaye de toutes les développer parce que le but est de les développer uniformément. Et les études montrent, l'expérience montre, notamment aux États-Unis, dans les pays comme le Japon, les États-Unis, l'Inde ou les pays baltiques, les enfants qui sortent de Montessori et qui vont par exemple rentrer en 6e, 80% seront délégués de classe, justement pour ces raisons-là, parce qu'ils ne savent pas juste compter et parler, ils ont développé une multitude d'intelligences. Justement, l'environnement joue beaucoup aussi par rapport. Il ne faut pas faire des statistiques par rapport à chaque pays, parce qu'au Japon, ils ont une. Justement, parce que j'ai vu ces statistiques concernant le Japon, c'est assez. Les Japonais déjà, ils sont assez stricts. Et voilà. C'est-à-dire, enfin, l'éducation. Les Japonais ont un autre rapport à la culture également. Oui, exactement. À partir du moment où on développe l'adaptabilité, à partir du moment où on développe l'adaptabilité et à quel point c'est important de développer l'adaptabilité. Nous déjà, on a dû s'adapter à Internet, au smartphone, etc. dans nos générations. Eux auront s'adapté peut-être à des bouleversements climatiques et à plein d'autres choses, une multitude de choses. C'est l'adaptabilité qu'il faut développer en priorité chez nos enfants d'aujourd'hui. Justement, en fait, j'ai entendu parler en fait, il y a des enseignants de l'éducation nationale qui
ils disent qu'ils ont du mal avec les enfants qui viennent justement des écoles Montessori. Parce qu'ils gardent cette... Nous, on a eu l'inverse. Oui et non. Après, il y aura de tout. Il y aura toujours... Oui et non. En fait, le plus difficile pour un enfant venant de l'école Montessori, c'est de prendre l'attitude d'élève qui est attendue par l'éducation nationale. C'est-à-dire de rester à sa chaise pendant quelques instants, de se concentrer, de ne pas discuter avec ses camarades pendant un exercice. Vraiment, cette histoire de discipline attendue dans une salle de classe. Alors attention, je mets vraiment des bémols. Cette discipline est en cours de refonte également. Oui, il y a des profs qui ne font pas comme ça. Voilà, les nouvelles générations de professeurs ont bien conscience que les enfants ont besoin de liberté, même dans le cadre de la classe. La difficulté, c'est de faire comprendre à un enfant qu'il va passer d'une méthode d'enseignement à une autre, le tout dans un moment de transition relativement court, parce que quand on quitte une école Montessori ou une autre méthode d'éducation pour venir dans une classe normale, on a juste le temps des vacances scolaires. On n'a que 2 mois. Merci. Pardon. Je disais par rapport à ça, nous on les prépare en fait. Oui. On leur dit les choses qui vont être différentes et on les prépare bien 1 mois avant. Une bonne solution, c'est le mind mapping, les fiches heuristiques qui permettent aux enfants d'apprendre par eux-mêmes. Ils peuvent être au fond de la classe et continuer d'apprendre ce qu'ils veulent. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce 7-8 Société. C'est la fin de ce 7-8 Société. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée.